Merci Lise. Donc moi je vais vous parler d'une autre dimension de l'évaluation économique. En fait, mon contact avec l'évaluation économique, je suis docteur en philosophie de formation, et mon contact en fait s'est fait via la CESP, et je vais mentionner le guide méthodologique d'évaluation des aspects éthiques en particulier, qui a été élaboré par la HAS, et où la problématique était effectivement de l'apport des SHS et des autres SHS, dirais-je, à cette démarche d'évaluation en santé. Et je pense que dans d'autres domaines, finalement, l'échange peut avoir lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on attend des évaluations, par exemple en éthique, et des méthodologies développées par les économistes peuvent être sollicitées à bon escient. Et donc là, dans cette présentation, je vais essayer de poser quelques jalons en fait, dans l'expérience qu'on peut avoir ici à Hospinomics dans ce type de recherche à travers quelques projets. Alors je voudrais commencer par un graphique. Les médecins aiment beaucoup les graphiques. Et la seule ligne qui est importante dans les médias, c'est celle que vous ne voyez pas, je suis désolé. C'est la ligne verte qui est toute fine au milieu et qui représente en fait cette ligne-là, la progression du volume de publication dans Medline entre 1960 et 2009. Et donc vous voyez que si vous mettez dans la partie 2005-2009, vous avez 25% du volume d'articles publiés depuis 1960 dans Medline. Dans la partie 2000-2004, vous avez de la même manière 20% du volume des publications publiées dans Medline depuis 1960, etc. Donc une forte croissance. Et en fait, si vous regardez la courbe rouge, elle montre la croissance des recherches en éthique publiées, en tout cas recensées dans Medline. Donc là, vous voyez une croissance qui est comparable et qui est même plus forte, finalement, que le volume de publication générale dans Medline. Et particulièrement, si on va à l'intérieur, au-delà des questions d'éthique de soins, sur les questions d'éthique de la recherche, donc là, on va sur des choses quand même qui sont de plus en plus pointues, d'une certaine manière. À partir du moment où vous posez la question de l'éthique, par exemple, des essais cliniques, vous voyez que l'essentiel des publications a lieu dans les 15 dernières années, alors qu'on peut considérer que l'éthique est un champ qui serait extrêmement bien balisé à travers 4 principes que tout le monde connaîtrait de toute éternité. Donc on a comme ça un champ qui est extrêmement dynamique, qui tend à être plus dynamique en tout cas, il reflète bien la dynamique des publications, des volumes de publications. Alors vous allez me dire, mais en valeur absolue, évidemment, dans Medline, les publications sur l'éthique, c'est 5% des chiffres. Mais si on pense SHS, sciences humaines et sciences sociales, on risque d'avoir comme ça du 5%, plus 5%, plus 5%. Donc en fait, une masse de connaissances qui est produite, publiée chaque année dans Medline, de plus en plus importante vu la croissance des publications. Et donc, sans même mentionner toutes les publications importantes pour les recherches en santé qui sont dans d'autres bases de données non médicales. Donc là, et il y a aussi des champs en fait dans la santé où les savoirs que j'appellerais non cliniques, d'une certaine manière, peuvent avoir une part extrêmement prépondérante dans la production de connaissances. Et c'est ça mon point le plus important, c'est qu'en fait la place des SHS aujourd'hui, on est vraiment dans la question de la place des sciences sociales et des sciences humaines dans la production des connaissances utiles en santé. Donc là, je mentionne par exemple l'activité physique et sportive. Actuellement, Marlène Guillon, qui est à Sciences Po, si je ne dis pas de bêtises, qui est une économiste à Sciences Po, réalise avec Lise Rocher une revue de littérature sur l'activité physique et sportive, et on a exactement le même type de courbe. Et là, on est typiquement dans un domaine où, en fait, les bénéfices cliniques de l'activité physique et sportive sont bien connus, et en même temps, les connaissances les plus importantes peuvent avoir trait au comportement des patients, à d'autres facteurs non cliniques. Donc là, il y a un double risque pour les SHS, un risque de données éparses, c'est-à-dire on multiplie des petites observations dans des petites populations d'activité physique chez les maladies cardiaques, dans tel centre, dans tel autre centre, activité physique chez les diabétiques, etc. Ou alors on crée des données qu'on ne pourra jamais réintégrer ou apparier entre elles. Donc par exemple, là, Benoît a mentionné les données de qualité de vie dans des médicaments qui sont extrêmement coûteux pour la collectivité, des données de qualité de vie qui sont, pour un dossier que tu as mentionné, de très mauvaise qualité. Et en fait, j'ai vu apparaître un protocole qui avait le mérite d'intégrer cette mesure de la qualité de vie, ou cette évaluation de la qualité de vie
dès la conception pour un médicament semblable. Et en même temps, on était sur une approche strictement qualitative. Alors intéressante, elle appliquait une méthode philosophique, c'était intéressant, mais c'était strictement qualitatif, c'est-à-dire que si demain on produit d'autres données médico-économiques, ben on ne pourra rien faire de ces deux études, on ne pourra pas les rapprocher. Alors là, on est exactement en termes de contexte, je crois, dans le type de contexte qui a présidé en fait à l'émergence de la médecine scientifique, enfin, de la médecine basée sur des preuves. C'est-à-dire que d'un côté, si on fait que accumuler des connaissances parcellaires, ben, on va s'écrouler sous le poids de ces connaissances, donc il y a un vrai enjeu de méta-recherche. Et puis si on ne produit pas ces connaissances, eh ben, il y a des domaines d'intervention dans lesquels on intervient sur la vie des gens, on produit des résultats de santé ou non d'ailleurs, hein, si on ne l'évalue pas, eh ben, en fait l'absence d'évaluation conduit finalement à faire des expériences en vie réelle, d'une certaine manière, sur des personnes humaines. Donc il y a vraiment une question en fait d'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales en santé. Je passe très vite, et là je voudrais aborder, c'est finalement, là on voit que l'enjeu c'est aujourd'hui de passer vraiment vers un état scientifique en fait de recherche en santé, en sciences humaines et sociales, avec une vraie convergence de nos méthodes, avec trois besoins importants: un besoin de méta-recherche, en particulier, enfin d'état des connaissances, de revue de littérature. Peut-être, là ce serait plus important, mais c'est encore compliqué, ce serait d'aller vers des niveaux de méta-analyse, c'est-à-dire pouvoir grouper des données quantitatives disponibles dans différentes études et de pouvoir produire des résultats plus robustes. Alors là, on sort du domaine de compétences du philosophe. Mais en tout cas, là, mais par exemple, pour reprendre l'exemple de l'activité physique, Marlène Guillon a identifié plusieurs méta-recherches récentes, des revues de littérature récentes, mais pas de méta-analyse, par exemple. Donc là, on sera encore dans un niveau de méta-recherche qui sera encore plus informatif. Et puis, finalement, le plus important, c'est, à un moment donné, d'entrer dans une logique véritablement de priorisation de la recherche, enfin de conception ensemble de la recherche avec les cliniciens, avec les économistes, enfin toutes les méthodes pertinentes, à la fois au moment de la conception des études, et ceci dès les phases précoces, parce que Benoît, tu le mentionnais, on a des anticancéreux en l'occurrence qui arrivent dans des phases de mise sur le marché, alors qu'ils sont sur la base de résultats de phase précoce, 1, 2, et du coup, en fait, on n'a pas de données d'utilité parce que c'est des phases précoces et que les données d'utilité, dans le meilleur des cas, on a pris l'habitude de les récolter en phase 3. Donc là, il y a vraiment un enjeu de passer outre ces barrières-là et d'impliquer les économistes, les sciences sociales, les sciences humaines, dès les premières étapes de conception d'un essai clinique pour tout produit. Et puis, derrière, on évolue vers une notion de plateforme expérimentale. C'est-à-dire qu'on mène ces expérimentations. Et donc là, je vais aborder très rapidement 5 exemples de recherches qui sont menées dans ce champ-là. Alors, le premier exemple, c'était le guide méthodologique de la HAS sur les aspects éthiques. La seule chose que je dirais sur ce guide, c'est que, comme le mentionnait Benoît, on est sur un référentiel méthodologique en fait qui est bien établi. On n'a pas innové du point de vue de la théorie de l'évaluation des aspects éthiques. Par contre, on s'est inscrit strictement dans le cadre des missions réglementaires de la HAS. Donc là-dessus, je crois qu'on s'est conformé en fait à la démarche qui avait été celle des économistes. Dans le cadre d'une étude qu'on a à l'heure actuelle avec la Pitié-Salpêtrière, l'enjeu peut-être important sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est sur cette complémentarité entre approche qualitative et approche quantitative. Là, ce qui est intéressant dans ce programme de recherche médico-économique, c'est qu'il vise à étudier dans le cancer dans l'endomètre l'efficience d'une prise en charge en hospitalisation classique et une prise en charge en ambulatoire. Et en fait, dans le cadre de cette étude, on veut mettre en œuvre une étude en choix discret. Et il apparaît dans la littérature que souvent ce qui pêche dans les études en choix discret, c'est le choix des attributs, c'est-à-dire vraiment les préférences sur lesquelles on teste les patients, c'est-à-dire la justification des questions qu'on leur pose. Et là, il y a vraiment un domaine dans lequel des méthodes qualitatives, d'entretien, etc., qui sont maîtrisées par ailleurs dans d'autres méthodologies, peuvent ajouter à la méthode économique en ayant une justification vraiment forte des hypothèses qu'on pose au départ pour l'étude en choix discret.
Un autre point extrêmement important pour les sciences humaines et sociales en santé, c'est véritablement l'implication des acteurs. Là, vous avez une publication qu'on vient de faire avec François Dose à l'Institut Curie et Cathy Pritchard-Jones à Londres sur une revue systématique en fait, des enjeux de la recherche clinique en oncologie pédiatrique dans les 10 dernières années. Et en fait, là où vous ne voyez pas les barres, ce sont les domaines dans lesquels vous ne trouverez pas dans Medline de connaissances en matière d'éthique de la recherche. Vous ne pourrez pas répondre aux questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces creux correspondent beaucoup à des enjeux d'interface en fait, entre les acteurs. Donc là, j'en mentionne quelques-uns. Par exemple, le retour des résultats de recherche. Pratiquement pas de résultats dans cette revue de littérature. Alors, il existe des résultats par ailleurs, mais en tout cas, si vous faites une revue de littérature, dans le cadre de cette stratégie de recherche, on n'a pas trouvé de résultats. Ça veut dire que vous avez une communauté de médecins et de patients et leurs parents qui sont très impliqués dans le développement de la recherche clinique et des pratiques de retour des résultats de recherche vers les patients et les familles qui ne sont pas assurées. De la même manière, rien, là pour le coup je peux être même plus fort, rien sur la manière dont les comités d'éthique évaluent les protocoles, ce qui est quand même très problématique puisque c'est quand même ce qui aiderait le plus les investigateurs à concevoir leurs études. De la même manière, on n'a rien identifié sur l'image de la recherche en oncologie pédiatrique au sein du grand public. Et peu de choses concernant les rapports des professionnels entre eux. Donc vraiment là on voit que l'implication des acteurs, tout ce que les sciences sociales peuvent apporter à l'implication des acteurs dans la production de connaissances en santé peut vraiment venir combler des vides en termes de connaissances. Et un autre projet PRME, donc de projet de recherche médico-économique mené au sein de la chaire Ospinomics, consiste à évaluer l'efficience d'une plateforme d'éducation thérapeutique dans l'insuffisance rénale. Et là, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est de travailler justement sur cette métrique, cette mesure des utilités que tu mentionnais, Benoît. Et par exemple, on utilise le Q5D 5L, ça c'est Valérie Clément sur cette mesure des utilités, donc Valérie Clément à Montpellier. Et on utilise aussi une approche par le bien-être. Donc Valérie a validé pour la France un questionnaire qui s'intéresse au bien-être plutôt qu'à la qualité de vie, ce qui permet de produire deux métriques d'utilité qui ensuite il va falloir qu'on souhaite comparer. Et ce qui peut être intéressant, ce qui sera intéressant, c'est en cas de différence observée, ensuite qu'est-ce qu'on peut produire en termes de connaissances aux décideurs sur la manière de bien interpréter ces résultats. Et le tout dernier exemple, avant que Lise nous fasse de gros yeux, parce qu'il s'agit absolument qu'on puisse discuter, le tout dernier exemple, c'est de s'adapter vraiment aux besoins des cliniciens et des acteurs. Donc, par exemple, Philippe Goury à Bordeaux, avec la chaire Ospinomics, a un projet dont l'objectif scientifique est de montrer les écarts entre les stratégies d'investissement des firmes pharmaceutiques dans les anticancéreux et les besoins réels des patients en termes de santé. Et là, on travaille, alors cette étude a été designée pour des populations adultes, et on travaille en fait avec la société, la SIOP Europe, c'est la société savante en oncologie pédiatrique, en fait à identifier les données disponibles que les oncologues pédiatres ont de disponibles, et qui permettront de conduire aussi cette étude chez les enfants et les adolescents. Un dernier exemple de projet, c'est un projet qui porte, en fait il se trouve que Ospinomics a été sollicité par la PHP pour l'évaluation d'un projet de partenariat entre la PHP et des médecins de ville. Et en fait là, l'évaluation économique en particulier, mais aussi la philosophie, la géographie, et je crois que j'oublie une dernière discipline, donc vraiment on est dans une approche multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. Donc il y a 4 disciplines, et en fait l'idée c'est de travailler de manière prospective, en fait en se plaçant dans un monde dans lequel en fait tous les hôpitaux développeraient de telles stratégies de partenariat, d'adressage ville-hôpital, et donc ce qui peut vraiment changer la donne pour le décideur public.
Donc de manière synthétique, en fait, la place des SHS dans les études en santé, pour moi, c'est vraiment d'abord une question de production de savoir, et je crois que là-dessus, voilà, c'est vraiment le message que je souhaite passer avec vous. Donc de production de savoir en termes vraiment de méta-recherche, c'est-à-dire vraiment qu'on progresse ensemble sur les méthodes de revue et de croisement de nos états des lieux des connaissances, qu'on progresse ensemble vraiment sur l'identification des méthodes et des bons dispositifs expérimentaux pour produire des données dans différentes populations. Un enjeu vraiment très important, c'est aussi le service aux acteurs de santé. Enfin, là, je dis acteurs de santé, ça fait un peu technocratique, mais en fait, derrière, ce sont les professionnels de santé et les patients, enfin les acteurs, pour vraiment leur donner un accès à l'expertise méthodologique. Et puis, il y a aussi une vraie dimension très importante de capitalisation. Si on peut faire une étude dans un centre, pourquoi pas le faire dans 5 centres, si c'est possible. Si on a rencontré des difficultés dans un centre et que si on peut en faire bénéficier des résultats de recherche aux autres centres, de la même manière, c'est tout à fait important. Et ça a un vrai effet structurant et important aussi sur d'autres dimensions, des dimensions qui regardent la recherche, avec l'émergence de nouveaux champs de recherche, l'articulation avec les sciences infirmières par exemple, et une dimension aussi de démocratie sanitaire, puisque quand on parle de l'implication des acteurs, on touche aussi à l'implication des patients dans la recherche en santé. Et de cette même manière, en fait, cette manière d'impliquer tous les acteurs dans la recherche a un fort effet structurant qui, à mon avis, peut être très intéressant. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette présentation. Lorsque tu as évoqué 5 exemples, je me suis beaucoup inquiétée, surtout lorsque l'un des exemples c'est ton tout dernier papier dans le Lancet. Je me suis dit, là ça va être très très difficile de tenir les temps, mais tu as quand même réussi à le faire et ça permet vraiment, je pense, à la fois de présenter en gros l'état de l'art des connaissances, à la fois sur les guides méthodologiques et les référentiels existants, et en même temps la façon dont on les met en œuvre au quotidien, que ce soit au niveau de l'hôpital, et je pense que de ce point de vue-là, le travail qui a été présenté par Lionel montre bien l'enjeu de la déclinaison à l'hôpital d'un certain nombre de ces guides méthodologiques, et puis les illustrations très variées que tu as choisies et qui montrent l'importance du passage finalement du guide et de ce qu'il peut ériger comme norme à la mise en œuvre et la pratique et l'usage et l'expérience que tu évoquais, Benoît. Donc je pense que cette présentation très riche par 3 intervenants qui ont tenu leur temps était vraiment indispensable pour caler maintenant la discussion. Alors j'évoquais tout à l'heure un invité surprise. On a le grand plaisir d'avoir Luc Baumstark qui se cache, qui est ici, qui est aujourd'hui un des chercheurs associés de la chaire, mais avant de rejoindre Spinovitz, Luc est d'abord et avant tout maître de conférence à l'université de Lyon 2. Il a surtout eu de lourdes responsabilités qui ont fait que jusqu'à récemment il ne pouvait pas nous rejoindre, notamment vice-président en charge de la formation et de la vie étudiante. Mais il est surtout conseiller auprès du Centre d'analyse stratégique. Il a eu vraiment l'occasion, je pense, dans tous les rapports pour lesquels il a été rapporteur, de réfléchir à l'usage du calcul économique dans différents domaines, dont celui de la santé, puisqu'on a eu le plaisir, Luc, de t'avoir avec nous dans la commission pendant un certain nombre d'années et de bénéficier de cet éclairage entre différents secteurs. Tu as travaillé sur l'écologie, le développement et bien sûr la sécurité routière. Et donc, tu vois, après presque 2 ans de pause par rapport aux travaux de la CES, que tu renoues avec tous les développements récents que Benoît a présentés et que Lionel a présenté aussi. Et donc, je t'invite surtout à participer à notre discussion de façon à ce qu'on puisse avoir une discussion large et ouverte. Puis je salue une autre chercheur associée de la chaire, Sandy Tupeuf, qui est aussi une invitée surprise aujourd'hui et qui nous rejoint et qui a cette expérience de l'évaluation économique outre-Manche. Je pense que sa présence nous permettra d'alimenter aussi les débats que j'ouvre à présent de manière très large. Il y a eu beaucoup de concepts. Pour certains, peut-être faudrait-il que nous les définissions de manière un tout petit peu plus précise. Donc n'hésitez pas à poser des questions de clarification ou de discussion. Et j'invite les 2 invités surprises à se joindre, bien sûr, à toutes les discussions qui vont se nouer à présent. Donc, à vous. Il faut parler fort. Je peux parler ici? Oui. Donc voilà, je suis Daniel Herrera, un postdoc à Spinovitz, et en fait actuellement je travaille sur le constituant payé par 2 poignées.
dérivée de la valeur statistique de la vie. Et je voudrais demander plutôt une question méthodologique à M. Berbeau. C'est pourquoi est-ce que la CEF a préféré de prendre des analyses de coût-utilité qui sont plutôt dans une logique d'impact budgétaire et d'opportunité, au lieu d'un point de vue plutôt sur la valeur par qualité de la société individuelle. Merci pour la question. C'est un débat qu'on a eu d'ailleurs qui transparaît dans le guide méthodologique, si vous l'avez lu. Dans les toutes premières pages du guide méthodologique, il est dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'analyse coût-bénéfice quand même, voilà. Et la réponse qui a été apportée, c'est une réponse, alors c'est ça, Luc se souvient des débats animés qu'on a eu dans les groupes de travail sur la rédaction du guide, et la réponse qui a été apportée et le fait que cette approche probablement serait non acceptable par le corps médical et par le régulateur. Mais sans autre forme de procès plus avant que cela, avec l'idée aussi que finalement, quand vous regardez les littératures dans le domaine de la santé, l'analyse coût-bénéfice, il n'y en a pas. Donc comment voulez-vous imposer une démarche qui finalement n'a pas de légitimité, enfin beaucoup de légitimité en dehors de l'évaluation des stratégies de santé, mais elle en a assez peu dans le domaine. Donc comment faites-vous pour l'asseoir, voilà. Et donc en fait on a évacué ça, c'est très courage fillon, hein, je suis désolé, mais c'est un peu ça. Mais on a posé la question, on a eu de nombreuses discussions sur cette question, et on s'est dit non, je veux dire, si on veut imposer un peu le calcul économique en France, probablement que l'analyse coût-bénéfice n'est pas le meilleur moyen d'y arriver, et donc on s'est calqué finalement sur ce qui était le plus dominant dans la littérature. Néanmoins, cette question, elle revient constamment, parce qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure sur l'interprétation des rapports coût-efficacité ou coût-utilité, de toute façon, à un moment donné, on a besoin de reboucler. Donc après, on peut se cacher derrière son petit doigt, hein, voilà, mais ça ne durera pas très longtemps quand même, cette histoire. Voilà. Donc, mais on est proche là, on est proche. Voilà, ce que je vous racontais, hein, c'est 30 000 €, on dit que peu cher. Hein, 30 000 € acheter, pas de normes, enfin, on se dit que c'est bien. Quand on commence à avoir un dossier à 4 millions d'euros de Quali, on se dit, mais qui c'est qui va taper sur la table de ces choses, hein, donc on y vient, voilà. Laissons venir les choses. Voilà, ça va venir tout seul. C'est comme les choses qui mûrissent, ça finit pas toujours par tomber. C'est parfait. Alors pour la petite histoire, quand Daniel est arrivé à la chaire, c'est à peu près la première question qu'il m'a posée, puisqu'il avait déjà à l'époque un programme de recherche sur la relation entre la valeur statistique de la vie humaine et les qualis. Donc, comme tu dis, c'est un sujet sur lequel on sera certainement amené à retravailler, et notamment avec Luc Bobchard qui travaille sur la valeur de la vie humaine, qui fera un séminaire pour Spénomix bientôt sur ce sujet, et qui peut-être voudrait répondre mieux que Benoît et moi sur ce sujet. Sûrement. Il y a eu un chapitre avec toi. Mieux que Benoît, c'est pas possible. Surtout. Non, mais Mais alors, parce que... Non, mais je ne veux pas. Enfin, si on aura l'occasion d'y revenir donc, de manière plus structurée. Mon sentiment, c'est ce que tu as bien dit. Je veux dire, il y a un moment, il faut être pragmatique. Et tu évoquais la question de la régulation. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure sur 2-3 points. Mais si on veut que le calcul économique soit utilisé, si on commence par poser la barre le plus haut possible, eh bien, personne ne va tenter de sauter quoi que ce soit. Donc je pense qu'il était effectivement, et même si j'étais assez réticent et surpris d'ailleurs, hein, de voir les réticences, y compris lorsqu'on les posait du point de vue théorique, là c'était pour moi une ligne rouge qu'on était en train de franchir. Donc je crois que la réponse que tu apportes, c'est celle qui me convient, et je pense que c'est celle qu'il faut faire, c'est de dire au jour d'aujourd'hui, dans la pratique, en France, il est difficile d'engager, il était difficile d'engager la HAS sur une forme de ce qui aurait pu être une surenchère. Voilà. Après, moi, sur le fond, je pense que la HAS peut le faire, c'est-à-dire de travailler sur du coût-utilité, parce qu'elle n'a qu'un seul output, quelque part, qui est soit les gains de vie, soit les gains de vie pondérés par la qualité de vie. Là où ça devient quasiment impossible, c'est le jour où on veut intégrer les questions de santé dans des projets multidimensionnels. Et là, la question de la valeur statistique de la vie humaine de référence, ou le quali de référence, va devenir
absolument incontournable. Et donc je pense que le travail de croisement qu'on a essayé de faire sur les pratiques dans le secteur de la santé et les pratiques qui existent dans d'autres secteurs dans lesquels les préoccupations de politique publique sont relativement importantes sont justement, à mon avis, un espace dans lequel on pourra faire petit à petit sauter les appréhensions, les difficultés. Et je crois que la pratique fait aussi tomber un certain nombre de fantasmes. Oui, mais je cherchais le mot. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais on va dire voilà. Ou en tout cas les inquiétudes légitimes. Voilà. Et donc mon sentiment, effectivement, c'est que quand le NICE, on critique les Anglais dans l'idée qu'ils auraient une logique normative, il suffit de discuter 5 minutes pour comprendre qu'on peut très bien avoir une référence sans pour autant à ce qu'il y ait une automaticité, et que du coup, la vraie question, effectivement, c'est à partir de quel moment on se pose quand même des questions de décisions qu'on peut considérer comme déraisonnables au regard des coûts que la collectivité supporte. Et quand on est à budget limité, tout le monde a bien compris que si on investit des sommes dans un secteur au détriment d'un autre, on se fait peut-être une bonne conscience sur ce secteur-là, mais je pense qu'on risque de se réveiller avec d'affreux cauchemars sur le secteur, pour le coup délaissé. Je crois que c'est le vrai enjeu d'une politique, d'une réflexion d'une politique publique, que de poser les choses en ces termes. Le calcul économique souffre par ailleurs d'une logique très technocratique qui le dessert. Et je pense que c'est aussi dans la pratique qu'on peut progressivement montrer aux acteurs qu'il n'y a pas de risque à s'engager, à objectiver les enjeux de politique publique. Donc, mais je ne veux pas monopoliser la parole dans l'occasion d'y revenir. Moi, je pense que ça viendra par la contrainte ou ça viendra par le fait de pouvoir valoriser des éléments, des objectifs qui ne sont pas valorisables. Là, aujourd'hui, un médecin est tout à fait prêt à accepter l'analyse coût-bénéfice si seulement il ne peut pas valoriser son intervention autrement. Enfin, voilà, et donc ça viendra aussi par ce biais-là. Oui, sur la valorisation des bénéfices et par rapport à la question qui a été posée, il y a eu diverses approches qui ont été exploitées par des rapports HTA publiés en Grande-Bretagne il y a 4-5 ans en comparant 3 méthodes différentes d'évaluation de la disposition à payer un quali, la méthode des choix discrets, la méthode de l'évaluation contingente, et une 3e méthode que j'ai oubliée. Et les 3 méthodes donnaient des résultats complètement contradictoires. Et à partir de ce moment-là, la proposition qui consistait à raisonner en termes de coût par quali a été complètement abandonnée par les Britanniques. Alors je sais bien qu'en matière d'environnement, on la retrouve très largement utilisée et que c'est assez séduisant, mais il y a peut-être une étape intermédiaire au niveau de la mise en œuvre du MCDA, c'est-à-dire une analyse multicritère et multi-attributs. Alors, ça c'était un commentaire par rapport au commentaire de la salle. Le deuxième commentaire, c'est par rapport à ce qu'a dit Benoît Dervaux sur... il n'y a pas de révolution technologique importante en évaluation. Moi, je ne partage pas cette opinion. Je pense que la méthodologie se complexifie de plus en plus. Vous me direz qu'elle devient peut-être excessivement technocratique, mais elle se complexifie au niveau des concepts et au niveau des logiciels qu'il est nécessaire d'utiliser. Au niveau des concepts, quand on parle d'une évaluation vie entière, qui était explicitement cité dans le rapport, dans les choix méthodologiques de 2011, la HAS s'est bien gardée de dire comment il fallait faire une évaluation vie entière. Et en 2010, elle utilisait encore une méthode complètement périmée, qui était la méthode TIL. Donc ça, c'est quelque chose quand même de complexe. Les comparaisons indirectes ou les analyses multitraitements, les méta-analyses en réseau bayésien, bon, il faut quand même s'y mettre.
Donc et on les trouve absolument partout. Les revues systématiques ne sont jamais faites en France. Et encore moins par les économistes que par des représentants de disciplines. Trop de travail. Combien de temps faut-il pour faire une revue systématique? Et non pas à la Cochrane. Il faut 9 mois. Or, la HAS prétend, dans ses appels d'offres, que tout soit bouclé en 6 mois. Attention, ce n'est pas une référence en l'air que je fais. C'est un calendrier qui est clairement explicité, donc ce n'est pas possible. Donc, les analyses actuellement sont à la mode, sont des analyses de séquences. Cela suppose qu'on recourt soit à des micro-simulations, soit à des modèles d'événements discrets, ce qui suppose des logiciels particuliers, et quand au logiciel TICE de Caro, il faut l'acheter, ça vaut probablement 7 000 €. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de révolution, si, il y a quand même des évolutions. Maintenant, dans une équipe, vous ne pouvez pas faire une analyse médico-économique sans avoir des spécialistes de VB, des programmeurs en VB. Donc, moi, je veux bien faire rêver le public en disant le problème est essentiellement politique. Mais il n'est pas exclusivement politique. Il n'est pas exclusivement politique. Et si on prend par exemple les valeurs de référence, les valeurs de référence ont été faites sans revue systématique, bizarrement. Cet effet, bon, il fallait produire rapidement, il n'y a pas eu de revue systématique. Donc, pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là, on arrive à un décalage entre ce que recommande la HAS, qui est toujours des recommandations à la pointe de l'actualité scientifique, ce qui est écrit dans les rapports méthodologiques qui ont été publiés, qui sont complètement périmés, 2011 est complètement périmé, et donc des rapports méthodologiques en gestation dont personne n'a connaissance, alors qu'on est jugé, quand on soumet un rapport technique d'efficience, sur des critères qui n'ont pas été portés à la connaissance publique. Merci Robert Lemoine pour ces commentaires. Je passe la parole à Sandy Tubeuf. Sandy Tubeuf, professeure associée à l'Université Leeds en Angleterre. Donc, il y a différentes choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Déjà, en fait, quand on parle, par exemple, d'un coût par quali qui va aller augmenter et qui va être de plus en plus cher, je pense qu'en fait, il serait intéressant de se retourner sur des travaux récents qui ont été publiés par l'Université d'York, où ils ont vraiment regardé le coût d'opportunité. Donc, l'aspect, en fait, toute l'approche par coût d'opportunité, qui est de dire, dès le moment où on est sur un budget qui est fermé, donc qui est fixé, qui n'est pas choisi par le NICE, qui est choisi par le département de la santé, c'est de se dire, en fait, déjà, quand on prend 20 000 à 30 000 pounds par quali, donc ce qui est actuellement le seuil, en fait, donc qui est plutôt l'écart qui est considéré par le NICE, c'est se poser la question, est-ce que déjà, on est d'une partie équitable, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui perdent? Est-ce que quand on propose, par exemple, d'augmenter ce coût par quali jusqu'à 60 000 livres, puisque c'était le cas, par exemple, du rapport Kennedy qu'on avait eu en 2009 en Angleterre, ou pour des maladies et soins en fin de vie, donc des personnes qui étaient plutôt avec des traitements en soins de vie, on était prêt à augmenter le seuil jusqu'à 60 000 pounds per quali. Est-ce que ça c'était juste ou pas? Et donc les travaux en fait donc, de Carl Claxton et de ses collègues sont très intéressants. Parce que à y regarder en fait de plus près, ils se rendent compte que le seuil par quali qui serait le plus acceptable serait en fait à 13 000 pounds par quali. Donc, Carl, dans ses travaux, met déjà en évidence que en acceptant à 20 000 ou 30 000 un traitement, eh bien, il y a des gens qui perdent. Et non seulement ils essaient de fixer celui qui permet de perdre le moins, mais en plus, ils vont aller regarder qui perd. Et donc, dans leurs travaux, en fait, on se rend compte que
en termes de mortalité, en termes de morbidité, qui sont les patients qui vont y perdre le plus. Donc là, il met en évidence que les maladies pulmonaires, en fait. Donc dès le moment où un nouveau traitement est accepté dans le budget, ça veut dire qu'il faut faire de la place pour ce nouveau traitement. Donc on va essayer de trouver le financement ailleurs pour le financer. Donc on va un peu élaguer différents endroits. Donc leur analyse, en fait, est faite sur 2 années de financement, de programme, en fait, de budget au sein des PCT en Angleterre. Mais c'est assez intéressant. C'est aussi de se poser cette question de se dire, derrière une décision qui est prise, comment est-ce qu'on va le financer? Et le budget n'est pas illimité. Mais donc il faut que ce budget soit de manière, en fait, pensé de manière à permettre à chaque patient qui va y bénéficier, en fait, de ne pas y perdre. Donc il y a toujours un arbitrage. Et donc j'en reviens là, en fait, un peu à la question qui avait été posée en haut, qui est intéressante. Oui, l'analyse coût-bénéfice est intéressante. Elle est très utilisée dans l'environnement, elle est utilisée dans l'éducation, elle est utilisée dans plein de décisions que va prendre le gouvernement. Mais dans le cas de la santé, en fait, on a besoin du bidimensionnel. On a besoin vraiment de se poser la question de l'amélioration qu'on va apporter à un certain prix. Et donc c'est là, en fait, que la coût-efficacité est nécessaire. Donc même en étant juste sur la coût-efficacité qui utiliserait des années de vie, des vies sauvées par un vaccin, etc., on sait qu'on n'est pas dans du comparatif, on ne peut pas comparer ensemble un portfolio, en fait, de décisions. Donc dès qu'on est sur de la coût-utilité, on peut comparer ensemble un portfolio de décisions. Je suis bien d'accord qu'il y a, dans la mesure, par exemple, en utilisant un EQ5D, on va avoir du mal quelquefois à être sensible pour certains états de santé. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment mesurer mieux l'utilité pour que des traitements, par exemple, qui ne sont pas uniquement sur la qualité de vie, puissent tout de même, en fait, être mesurés avec ce genre d'instruments. Et je pense quand même que la coût-efficacité, en fait, est importante. Merci beaucoup, Sandy. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques? Oui, d'autres réactions? Non, mais je veux pas. On aura l'occasion de reparler sur ce débat la prochaine fois. Je pense qu'on est d'accord, et sur la dernière partie du commentaire, je suis assez en désaccord sur les conclusions. Je pense que l'analyse coût-avantage permet tout à fait de répondre aux ambitions que vous évoquiez. Je veux dire, dans l'administration française, lorsqu'on a conçu l'analyse coût-avantage, c'était justement au moment de la reconstruction de l'après-guerre, c'était bien pour avoir un portfolio de tous les programmes d'investissement qu'on pouvait faire, qu'il fallait faire, et avec la question de la priorité. Et on faisait quoi? On calculait la vanne de l'ensemble des projets et on considérait les projets qui permettaient d'optimiser l'effort de reconstruction. Et je pense qu'on est exactement sur le coût d'opportunité, mais on est exactement sur le même. Oui, mais enfin, on va. C'est trop long, mais je vais juste sur les remarques, peut-être sur le. Moi, je voulais juste pointer 3-4 choses en vous écoutant. C'est l'intérêt du calcul économique dans un cadre de régulation et d'optimisation de la régulation. J'appelais ça on va dire le calcul efficace. C'est-à-dire qui permet effectivement de répondre à l'introduction et à la conclusion de ton intervention, Benoît, à savoir que, tu l'as dit à plusieurs reprises, une forme d'affirmation un peu forte, que le régulateur actuel était régulé par ceux qui étaient censés réguler. Je pense que le calcul économique ou l'analyse médico-économique sur ces différentes formes a justement pour vocation de sortir de ce jeu. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles il est suicidaire, je pense, de la part d'un certain nombre de gens qui souhaitent justement qu'on sorte de ces situations, de fragiliser cet outil, parce que cet outil a une ambition et il peut être extrêmement, rendre transparent un certain nombre de questionnements. J'avais utilisé le travail que tu avais fait sur la vaccination, par exemple, et je pense qu'il suffit de montrer cela, et ça fait plus que convaincre. Ça montre qu'effectivement, on peut devenir extrêmement critique l'analyse calcul avec ses calculs et qui permet d'alimenter le débat public. Et je pense que ça, c'est un bien. Ensuite, il y a la question, je dirais, du calcul. Non, j'avais parlé du calcul efficace, du calcul faisable. Je pense que là aussi, il faut arrêter de délirer sur de la complexité. Là, il y a un moment, si on veut que ce calcul soit jouable, il faut qu'il soit faisable
compréhensible par les acteurs. Si on construit des boîtes noires, on peut sophistiquer à l'extrême, ça va coûter très cher, on n'a pas nécessairement les données, donc il y a la question, enfin je ne vais pas tout reprendre, mais vous avez donné plein d'exemples là-dessus. Et moi je pense que justement la notion de référent et de guidelines sont des éléments très importants pour réduire les coûts de transaction, faire en sorte que le calcul soit possible. Sinon on va faire des belles propositions qui en théorie amènent à un optimum social, sauf que les acteurs ne se l'approprieront pas. Et donc je pense que de ce point de vue, le guide méthodologique, pour moi, c'est vraiment un cas d'école. Moi, j'avais travaillé au plan, à l'époque, sur des choses relativement abstraites, même si c'était très connecté sur les politiques de transport, hein, puisque les politiques d'évaluation sont imposées de par la loi, donc on est obligé de les faire. Donc ces études sont faites. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert dans ce que vous avez mis en place, je suis arrivé un peu en cours de route sur le guide méthodologique, c'est-à-dire à la fois une logique de coproduction, sur le fait qu'il y a eu un débat public organisé sur ce guide, le fait que ce guide n'est pas une fin en soi, mais qu'il peut être revu. Donc c'est pas grave de donner une valeur qui est peut-être pas celle qu'ils souhaiteraient, ou de donner des méthodes qui peuvent évoluer. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un référent pour que les acteurs, et qui soit partagé par les acteurs. Ça, c'est fondamental, et ça a une valeur sociale extrêmement importante. Et je pense que des instances comme la HLS ou d'autres instances, et peut-être qu'il faut les créer, ce qui se passe aujourd'hui au CGI ou dans d'autres structures interministérielles, il est extrêmement important que ces espaces existent, parce que c'est là où on construit justement un diagnostic partagé avec un langage commun. Et donc ça, moi j'y crois beaucoup. Après, sur la question, alors c'était peut-être aussi le format de la table ronde, mais moi je pense qu'il faut être très... sur la focalisation sur les coûts, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment mettre en balance la question des coûts et puis la question de l'utilité des biens et des services qu'on cherche à produire. Parce que sinon, on laisse à penser que la seule logique d'optimisation, ce serait la minimisation des coûts, ce qui serait une véritable catastrophe. Et donc, je pense que l'interaction entre ces deux dimensions est absolument essentielle. Parce que sinon, je veux dire, du point de vue comptable, on trouvera toujours des gens qui nous feront de la comptabilité analytique extrêmement fine, des instruments, mais l'objet quand même, c'est bien de mettre en balance ces coûts par rapport aux valeurs sociales qu'on cherche à produire. Et ça, je crois que c'est pas seulement vrai dans la santé, c'est vrai dans toutes les politiques publiques. Voilà. Donc en tout cas, je trouvais que c'était très riche, la présentation, comme tu m'avais demandé de réagir. Voilà, donc il y aura une suite le 25 mai dans le cadre d'un séminaire que donnera Luc pour la chaire Hospice de Médecins à l'Hôtel Dieu cette fois. Et je pense qu'il est grand temps, s'il n'y a pas d'autres questions, que nous terminions cette session en remerciant bien sûr nos invités pour la qualité des échanges et des contributions. Merci beaucoup.